Est-ce la fin du roman adolescent et young adulte tel qu'on le connaît aujourd'hui? Pourquoi les baisses sont constantes dans ce segment? Et pourquoi les éditeurs décident de miser sur d'autres publications? Ça, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs événements qui ont un peu bousculé le marché anglophone éditorial à la fin de l'année 2020. Et forcément, ça se répercute aussi sur le marché éditorial français. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo analyse. Et aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo analyse plus concentrée sur le roman ado young adulte. Je sais que les frontières sont un peu floues, donc on va un petit peu mêler les deux. C'est plus simple moi au niveau des chiffres que j'ai pu trouver, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de l'année 2020 il y a eu un peu un cataclysme, puisque il y a deux grandes collections young adulte qui ont fermé leurs portes, et donc forcément ça a créé un petit séisme et les gens commençaient à s'inquiéter un petit peu. Pourquoi les collections ont fermé, et est-ce que ça veut dire que ça va être la fin des romans young adultes et romans ados? Et donc j'avais envie de transposer cette question sur tout simplement le marché éditorial français à l'heure actuelle. Ce que je vous rassure déjà, c'est que à première vue, d'après ce que j'ai pu analyser, il n'y a pas de collections ados qui ont fermé durant l'année 2020. Mais ce qui est certain, c'est que les grandes références et les grandes collections ados telles qu'on connaît, comme Scripto chez Gallimard, ont fortement diminué la parution de romans ados. Pour faire un petit point de vue historique, pour déjà bien comprendre qu'est-ce que le roman ado, il faut savoir que autour des années 80, il y a une nouvelle classe sociale qui est apparue, les adolescents. Et donc suite à ça, il y a de nombreux produits qui ont été conçus pour cette classe sociale en particulier, que ça soit des vêtements, des films, mais aussi des livres. Donc automatiquement, il y a une nouvelle offre éditoriale qui était disponible, un nouveau terrain de jeu en tout cas. Et donc à partir de là, les éditeurs ont dû créer des romans spécialement dédiés à cette nouvelle classe sociale. À partir de là, les éditeurs français vont se lancer dans de nouveaux projets éditoriaux avec des collections exclusivement réservées aux adolescents. On va avoir notamment l'apparition de la collection Medium à l'école des loisirs, Page blanche chez Gallimard et Fiction au Seuil. Donc ça fait partie des premiers. La France elle a quand même un peu de retard par rapport aux États-Unis aux années 80, puisque le roman adolescent et young adulte, il a immergé dès les années 50 et notamment en 1951 avec la publication notamment de L'Attrape-Cœur de Salinger. Dans les années 80, on va voir aussi l'apparition de plusieurs textes, notamment La guerre au chocolat et The Outsider, qui sont des textes qui au début étaient destinés aux adultes, mais très vite les libraires et les éditeurs se sont rendus compte que c'était des livres qui étaient dévorés par des adolescents. D'ailleurs Outsiders a été écrit par une jeune fille de 17 ans, donc clairement ça rentrait parfaitement dans la cible des adolescents. Donc à partir de là, vous l'avez bien compris que quand même dans l'édition française jeunesse, toutes les publications qu'il peut y avoir à l'étranger, notamment du côté américain et anglais, a une influence dans la production éditoriale. Mais peu à peu ça va se diversifier, parce que cette fois les éditeurs ont décidé d'aborder des thèmes un petit peu plus authentiques et controversés, que ce soit l'amour, la sexualité, la politique ou la violence, que ce soit domestique ou la violence en général dans la société. C'est là où Medium et Page blanche, qui publiaient jusqu'à présent que des traductions, vont commencer à proposer des créations, c'est-à-dire que il va voir émerger des plumes françaises qui vont écrire pour les adolescents, ce qui est quand même assez nouveau. Et donc là on va avoir toute une génération d'auteurs qui écrit exclusivement pour les adolescents qui va apparaître, notamment Jean-Paul Nozière, Gudule et bien sûr Marie-Aude Muraille. Voilà, c'est un peu les piliers aujourd'hui de la littérature adolescente. Et ensuite on va passer aux années 90, parce que là il va y avoir aussi tout un bouleversement. Ça va être aussi le début des premières grosses séries littéraires et des premiers phénomènes littéraires qui vont vraiment amener à un phénomène d'industrialisation, ça va être adapté à la télé, voilà, vraiment un phénomène de best-seller encore jamais vu en littérature jeunesse et ado aujourd'hui. Le premier phénomène, ça va être la série Chair de poule. Et ensuite en 97, il va avoir bien sûr Harry Potter de J.K. Rowling, qui va vraiment bouger et bousculer les lignes du roman ado.
puisque la particularité d'Harry Potter c'est qu'au départ on était plus dans un roman entre guillemets jeunesse, avec un héros qui a 10-11 ans, donc qui est destiné aux enfants. Mais dans cette série, cet enfant va grandir pour devenir un adolescent, puis presque un jeune adulte, et au fur et à mesure, eh bien, les lecteurs aussi vont grandir avec le personnage d'Harry Potter et vont être confrontés voilà, aux mêmes problématiques que lui. Et donc peu à peu, ce phénomène de série va amener voilà, l'apparition de vraiment des romans ados tels qu'on les connaît aujourd'hui, avec des problématiques qui les touchent directement. En résumé, les années 90, elles sont vraiment motivées par cette idée de succès qui viennent des États-Unis ou d'Angleterre, qui vont s'introduire dans le marché éditorial français, et que bien sûr ça va être un peu un effet de masse et comme je vous l'ai dit, un phénomène best-seller, et donc tout le monde va se plonger dans ces séries et va grandir avec. Donc le fantastique, grâce à Harry Potter, va connaître de nombreux booms. Ça va être vraiment la première grosse tendance dans le roman jeunesse, ce qui va amener après à développer de nouveaux genres dans l'édition jeunesse, même si ça va pas être forcément des gros phénomènes, des grosses tendances à elles-mêmes. Ça va amener les auteurs jeunesse à multiplier les genres, que ça soit la science-fiction, le policier, le fantastique, la fantasy, etc. Dans les années 2000, il va y avoir un nouveau souffle et de nouvelles collections pour les ados qui vont apparaître, notamment avec les collections de ados de chez Le Rouergue et la collection roman chez Terry Manier, qui eux défendent un côté plus littéraire. Ça va être plus misé sur l'innovation, une prise de risque au détriment des succès et des sagas un peu phénomènes qu'il va y avoir dans cette période. Donc ça va être plus être des sujets sensibles ou traiter de réalités sociales auxquelles peuvent être confrontés les jeunes aujourd'hui. Ça va amener aussi le prolongement d'un segment et le prolongement d'un âge, d'une nouvelle catégorie, le jeune adulte. Et donc c'est là où la première collection, je dirais jeune adulte, donc young adulte, qui va apparaître en France, ça va être Gallimard qui va la créer avec la collection Scripto. Alors cette tranche d'âge jeune adulte, c'est vraiment un lien très fin entre l'adolescence et le début de l'âge adulte, et ce qui va amener voilà, l'apparition de cette nouvelle catégorie. Il y a plusieurs facteurs, ça va être à la fois l'allongement des études, une entrée sur le marché du travail plus tardive, une jeunesse qui n'accepte pas tout de suite voilà, ce passage à l'âge adulte et cette identification en tant qu'adulte en elle-même, mais qui préfère voilà, le terme de jeune adulte. Et aussi ça va aborder des thèmes un peu plus liés à l'âge adulte, que ça soit voilà, la notion d'existence, l'apprentissage de la sexualité, de l'indépendance, de savoir quelle voie on veut prendre dans la vie, etc. Qui sont des thèmes quand même qui vont plus toucher les jeunes adultes que les adolescents, même s'ils peuvent être confrontés aussi également. Je dirais qu'en France quand même la catégorie roman ado et young adulte, et ben les frontières elles sont un peu floutées, c'est difficile de différencier les deux, notamment dans les collections. Donc pour cette vidéo on va les mettre dans le même panier. Aux États-Unis c'est un peu différent, puisque la catégorie young adulte c'est à partir vraiment de 13-14 ans, alors qu'en France young adulte on va plus dire que c'est à partir de 15 ans suivant les thématiques abordées, parce que aux États-Unis il n'y a pas vraiment de catégorie adolescente, c'est-à-dire teenage. Et ce qu'il faut savoir c'est que le roman ado il a vraiment eu un grand boom autour des années on va dire 2008 et 2013, notamment grâce à de nombreuses adaptations, des nombreuses tendances qui ont été développées. C'est des tendances qui ont toujours été amenées par un gros succès littéraire, un phénomène qui va ensuite être adapté en film, et à partir de là les éditeurs vont vouloir reproduire ce succès en créant un peu des dérivés et un peu des copies, soyons honnêtes, de ce succès, même si après chaque roman a sa particularité. Voilà, ça jouait vraiment, ça surfait sur les mêmes idées, les mêmes tendances pour amener les lecteurs en tout cas à être intéressés à ces sujets-là. Et il faut savoir quand même que l'un des objectifs principaux d'un éditeur c'est de vendre des livres, donc forcément la question de tendance et de savoir ce qui se vend et de jouer un peu sur ce qui est à la mode, c'est très important. Si on regarde chronologiquement les différentes tendances qu'il y a eu au cours de ces dernières années, on a d'abord le fantastique dans les années 90-2000, notamment grâce à Harry Potter, ce qui a donné lieu après à des sagas comme Percy Jackson, la Quête des Williams ou Aragon. Ensuite on a eu plus dans les années 2000 une tendance autour de la checklist, c'est-à-dire plus des romans assez genrés, destinés
aux jeunes filles, etc. Donc là, avec notamment Journal d'une princesse, Les filles en chocolat, 4 filles et un jean. Du côté québécois, on va voir le journal d'Aurélie Laflamme. Ensuite, il va avoir autour des années 2008 La Bitlite et la romance paranormale, avec bien sûr le phénomène Twilight qui va être aussi adapté au cinéma, qui a donné lieu ensuite à des séries comme Journal d'un vampire, Dark Divine, Vampire Academy et notamment l'apparition de la collection Black Moon chez Hachette. Ensuite on va avoir la dystopie en 2012 si je me trompe pas, 2010-2012, avec bien sûr Hunger Games qui a donné lieu ensuite aux sagas comme Divergente, Le Labyrinthe, La Sélection ou U4 du côté français et Phobos. Ensuite on va voir tout ce qui est un peu cyclite en 2012 avec bien sûr Nos étoiles contraires de John Green. Et ensuite on a eu des livres comme Everything Everything, Tous nos jours parfaits, Si je reste ou Le complexe du papillon. Donc à chaque fois voilà des livres qui avaient des thèmes assez communs. À partir des années 2013-2014, la question des tendances a commencé à se flouter un peu. On voyait vraiment déjà que le boom du roman ado commençait un peu à descendre, mais je dirais qu'il y a quand même eu quelques petites vagues. En 2014 notamment, il y a eu toutes les tendances des romans écrits par les youtubeurs, même si je mettrais cette catégorie entre parenthèses. Dans cette catégorie en fait c'était pas forcément des lecteurs qui étaient attirés par le contenu en lui-même, donc le fait que ce soit vraiment un thème en particulier qui était exploité et qui plaisait aux adolescents, puisque les lecteurs qui achetaient ce roman, ils achetaient ce livre comme un produit dérivé, comme une marque, et qu'ils achetaient ce livre pour l'auteur et non pas pour le contenu en lui-même. Donc c'est un peu ce qui fait la différence avec les autres tendances qu'il y a pu avoir auparavant. Donc je mets vraiment cette catégorie entre parenthèses. Et ensuite autour des années 2015-2016, il y a eu tous les romans Wattpad, avec notamment un surplus de romans. Et tout ce qui est After d'Anna Todd, d'Emily, où là aussi voilà c'était tout ce qui est phénomène littéraire, internet, etc. Mais ça n'a pas été non plus une vague énorme, même s'il y a de nombreuses éditions qui ont décidé de miser sur des histoires Wattpad. C'est pas non plus ce qui a fait ses marques dans le marché éditorial de manière générale, comme l'a pu être Harry Potter ou Twilight ou encore Nos étoiles contraires, où là il y a vraiment quand même des conséquences dans le marché éditorial, que ça soit international et aussi français. Donc il n'y a pas eu voilà, de grands mouvements. En France, on a eu quand même quelques phénomènes, sagas phénomènes, qui ont fait quelques sursauts, comme La Passe Miroir autour des années 2013-2014 de Christelle Labosse. Et donc maintenant, on n'arrive pas encore à déceler des tendances particulières. Je vais plus dire qu'il y a des parutions qui sont quand même centrées autour de discussions, d'enjeux sociaux, que ça soit par exemple le racisme ou le mouvement Black Lives Matter, avec notamment le succès de The Hate You Give, la maladie mentale, notamment avec les romans d'Alice Oseman et d'Adam Silvera, le mouvement MeToo, avec des romans comme Rose Rage, Nous les filles de nulle part, Moxie ou Tenir debout dans la nuit. Au cours de ces différentes années, il y a toujours eu des transitions de best-seller en best-seller qui ont impacté l'édition générale, que ça soit Harry Potter, Twilight, ensuite Twilight, Nos étoiles contraires, et maintenant il n'y a pas réellement d'équivalent. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est que tous ces gros mastodontes que j'ai pu citer à l'instant, ils étaient toujours accompagnés d'adaptations cinématographiques, donc il y avait quand même un enjeu à l'écran. Tous ces best-sellers young adult, ils ont été aussi beaucoup alimentés par la communauté booktube. Je pense que le roman adolescent et young adult tel qu'on connaît aujourd'hui, s'il a connu un boom aussi immense ces dernières années, c'est aussi parce qu'il a eu un réel impact sur les réseaux sociaux, sur booktube. Comme vous avez pu le voir, le marché éditorial français a toujours été influencé par le marché international, et notamment le marché éditorial anglais et américain qui clairement domine tout le marché international, surtout au niveau des romans jeunesse et young adult. Par contre, l'une des choses qu'on peut remarquer autour de ces tendances, le nœud commun qu'il y a entre toutes ces tendances, c'est la romance. C'est vraiment un point qu'on va retrouver dans toutes ces tendances, dans toutes ces catégories, même si c'est de manière plus ou moins prononcée, et qu'il y a quand même, ces tendances ont toutes des thématiques différentes. La romance reste quand même un nœud central de ces romans ados, surtout à partir des sagas
Twilight, Hunger Games, etc. À partir de Twilight, la romance a été un enjeu prépondérant, notamment parce qu'il faut être conscient que la grande majorité du public qui va lire du roman ado et young adult, ce sont des filles. Et loin de moi l'idée de vouloir genrer tout ce qui est roman adolescent, roman young adulte. Voilà, les études qui ont montré cela, c'est que ça va être quand même plus des lectrices qui vont lire des romans ados, young adultes, qui vont lire voilà, des séries comme Phobos, Hunger Games, etc. Et à partir de là, on peut se demander qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le roman ado perd un peu ses lettres de noblesse. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que y a quand même eu encore et existe encore aujourd'hui une dévalorisation du genre. Ça c'est pas nouveau puisque c'est quelque chose qui existe de manière générale dans la littérature jeunesse, mais le roman ado, young adulte encore plus, et encore plus je dirais pour les romans de romance, puisque c'est pas nouveau de dévaloriser tout ce qui est le phénomène de fangirl et de tous les produits culturels en fait qui sont destinés aux jeunes filles, aux adolescentes. Quand vous regardez tous les phénomènes de boys band ou notamment par exemple l'exemple de Twilight, à quel point ça a été décrié, dévalorisé, qu'il y a eu quand même beaucoup de sexisme et de manière générale voilà, on s'amuse vraiment à taper sur le dos des adolescentes de ce qu'elles peuvent aimer, à critiquer cela, à dévaloriser. Donc c'est vrai que malgré tout le genre roman jeunesse et young adulte doit quand même souffrir d'un certain snobisme littéraire qui peut y avoir. Il faut savoir quand même que on a cassé pas mal de sucre sur le dos du roman ado young adulte, notamment ces dernières années, notamment à cause des tropes et des clichés qui peuvent notamment être, je pense, l'un des facteurs qui a peut-être amené à une lassitude de ce genre, mais ça on va en parler tout de suite. Donc il faut quand même être conscient qu'au-delà du fait que c'est un genre quand même très populaire et vendeur, il a aussi eu sa part de critique, de mépris et de snobisme. On va passer maintenant à la deuxième catégorie qui est: est-ce que aujourd'hui le roman jeunesse et young adulte manque d'originalité? Et tout ce que je peux vous dire, c'est que vous allez voir qu'il y a quand même une très grande standardisation du genre et de nombreux clichés qui peut-être expliquer que aujourd'hui le public est lassé. Mais déjà, regardez de manière générale quand vous allez en librairie ou à la bibliothèque les couvertures et les titres. Je trouve que tout se ressemble, que ce soit dans la conception des couvertures, dans la conception des titres. Regardez toutes les couvertures qui ont été faites dans les romans un peu fantastiques, fantasy, avec un serpent. Voilà, je dirais juste ça. À côté de ça, il y a quand même eu, je pense, des clichés et des choses qui ont fait qu'aujourd'hui peut-être les adolescents ont du mal à s'identifier ou qui ont lassé les ados, qui moi m'ont lassé en tant que lectrice, comme le triangle amoureux avec la fille toute timide, le mauvais garçon et le gentil garçon. On va avoir aussi l'héroïne qui est I'm not like the other girls, c'est-à-dire je ne suis pas comme les autres filles, c'est-à-dire une héroïne qui n'aime pas se maquiller, qui n'est pas à la pointe de la mode, qui n'a pas beaucoup d'amis, qui est un peu à l'écart de la société, qui a des intérêts étranges, différents des autres filles. Donc clairement ça signifie que voilà, les autres filles qui aiment se maquiller et être à la mode tout simplement sont forcément des filles superficielles. Donc il y avait quand même un sexisme et une misogynie intériorisée de ce côté là. On a aussi l'héroïne qui ne sait pas qu'elle est belle, qui ne sait pas qu'elle est attirante, alors que tout simplement c'est un canon de beauté. Et les trois quarts du temps aussi c'est une héroïne qui correspond aux standards très occidentaux, c'est-à-dire une héroïne blanche, blonde, aux yeux bleus, mince. Vous savez, c'est avec les fameux premiers chapitres qui s'ouvrent avec l'héroïne qui se regarde dans le miroir. Ensuite on va avoir aussi tout ce qui est en termes de romance, le coup de foudre instantané et le fait que l'héroïne est prête à lâcher sa famille, son meilleur ami, tout ce qu'elle connaît au bout de 3 jours parce qu'elle a l'impression d'avoir trouvé l'amour de sa vie, même si voilà, tout ce qui est première relation amoureuse c'est toujours un peu démesuré. Il faut quand même, je pense, nuancer un peu tout ça et que voilà, le coup de foudre au premier regard ne doit pas être pris au pied de la lettre. Ensuite on a aussi tout ce qui est absence d'autorité parentale, ou dans les romans ados, regardez bien, les parents ne sont jamais là, soit ils sont absents, soit ils n'existent pas.
Et enfin on a aussi la fameuse héroïne principale qui a le pouvoir de changer le monde et qui va renverser le gouvernement mis en place. Donc vraiment l'héroïne un peu lambda qui vraiment va atterrir dans un monde fantastique ou qui va découvrir qu'elle a des pouvoirs et qui est un peu l'élu, et que même si elle ne connaissait rien de ce monde, même si elle n'a pas appris à maîtriser ses pouvoirs, en 2 semaines c'est bon, elle devient la fille la plus badass de tout le clan ou de toute la société. Donc voilà un peu sur les clichés qu'on va retrouver dans les 3/4 de la production éditoriale de romans ados aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, malheureusement ça manque d'énormément d'originalité. Même si ce sont des clichés, les clichés on peut les utiliser mais on peut aussi les détourner, mais là c'était vraiment des clichés qu'on retrouve souvent. Je me souviens aussi que quand je commençais à lire des romans ados, il y avait des scènes ou des comportements de personnages que je trouvais, comment dire, qui étaient un peu cringe, un peu dérangeant, auquel je pouvais pas m'identifier et que je trouvais ringard. Un peu comme un personnage qui essaye d'être jeune mais ça passe pas, vous voyez, qu'il a pas du tout les codes et que ça finit par être ringard en utilisant soit les mauvais mots, soit en montrant des comportements qui sont pas réalistes et qui correspondent pas aux adolescents d'aujourd'hui. C'est un peu dans la même veine que la fameuse phrase dans Riverdale. In case you haven't noticed, I'm weird. I'm a weirdo. Et après il faut savoir que c'est quand même un phénomène aussi général, parce que quand on pense aussi aux séries TV qui étaient pas du tout réalistes dans les années 2010, donc toutes ces séries ados, que ça soit Gossip Girl, Pretty Little Liars, et aujourd'hui on a quand même des séries qui retracent un peu mieux l'adolescence de manière plus réaliste. Je pense notamment à des séries comme Sex Education, Scam, ou aujourd'hui on a aussi des livres qui, je pense, continuent à être un peu dans la même veine que ces séries télé, comme je pense au roman d'Alice Oseman, qui reste aussi une autrice jeune. Il y a aussi Signé Poète d'Elisabeth Acevedo, il y a aussi Un si petit oiseau de Marie Pavlenko ou Deux fleurs en hiver de Delphine Pessin. Donc ça c'est vraiment des titres que moi j'ai beaucoup appréciés et qui, je trouve, dépeignent bien l'adolescence et surtout ont des personnages adolescents que je trouve très réalistes, et c'est important. Est-ce que il n'y a pas, voilà, une nouvelle vague de romans jeunesse, young adulte, avec des personnages plus réalistes, avec plus de diversité, de thèmes plus complexes? Je pense notamment qu'aujourd'hui il y a des thèmes quand même beaucoup plus sociaux, que ça soit santé mentale, le suicide, comme avec par exemple le roman Tous nos jours parfaits. Il y a davantage une diversité des personnages sur les sujets abordés. Il y a aussi plus de relations queer, même s'il ne faut pas oublier quand même qu'aujourd'hui il y a encore quand même dans le marché éditorial jeunesse ado une fétichisation de tout ce qui est relations amoureuses entre deux garçons, parce que si on regarde bien, ceux qui ont eu du succès ça va être les romans comme Heartstopper où tous les deux meurent à la fin, qui sont deux relations homosexuelles entre deux garçons. Et quand il y a deux relations homosexuelles entre deux filles, pour l'instant j'ai pas vu de romans qui sortaient un peu du lot en termes de vente et de succès de ce côté là. Je voulais vous parler de ça parce qu'il y a aussi toute la question des livres TikTok, c'est à dire que les livres TikTok vont mettre en avant des livres qui vont traiter des sujets plus complexes, comme je vous l'ai dit plus tôt, comme Tous les deux meurent à la fin ou Tous nos jours parfaits, ou encore les romans d'Alice Oseman. Mais à côté de ça, TikTok va aussi faire ressurgir des séries qui continuent à incarner des clichés comme La Sélection. Donc voilà, si vous voulez que je fasse une vidéo sur TikTok, l'influence et tout ce rapport sur le roman jeunesse et ado, dites-le moi, ça pourrait être intéressant. Mais voilà sur toute la question de la standardisation et uniformisation du genre. Ce qui m'amène à ma dernière partie, le roman ado dans le marché éditorial aujourd'hui. C'est-à-dire quelles sont les ventes du roman ado aujourd'hui et quels choix font les maisons d'édition par rapport au roman jeunesse et adolescent. L'industrie éditoriale, elle est en plein bouleversement du côté roman jeunesse et ado. Comme vous l'avez vu, il y a aux États-Unis des collections young adultes qui ont fermé. En France pour l'instant c'est pas le cas, mais la production a fortement diminué. Ce qu'il faut savoir déjà, si on regarde les chiffres du CNE, en 2020 c'est le roman 8-12 ans, donc le roman Middleweight Books, c'est hissé à la 2e place du podium au niveau des ventes avec 12 millions d'exemplaires vendus. En première place on avait l'album avec 17 millions d'exemplaires, suivi de la bande dessinée à 9 millions d'exemplaires. Donc quand on regarde tout simplement les ventes, on constate que le roman ado est
toujours en baisse, en constante baisse depuis déjà plusieurs années. En 2020 par exemple, les seuls romans qui ont porté un peu le marché, ça a été des romans de sagas déjà connus, donc une certaine réminiscence de sagas qui avaient déjà fait leur succès, par exemple avec le retour de Twilight, le 4e tome d'Hunger Games, ou le roman Ikabog de J.K. Rowling. Donc vraiment rien de nouveau, aucune nouveauté. Quelles peuvent être les raisons aujourd'hui de cette baisse du roman ado et de ce désintérêt? Il y a plusieurs raisons que je vais vous détailler à l'instant au fur et à mesure. La première chose, c'est la saturation du genre. C'est-à-dire, comme vous l'avez compris, le roman ado et young adult a eu un énorme boom dans les années 2008 à 2013-2014. Sauf que forcément, il y a eu énormément de livres qui ont été publiés, même trop de livres, qui ont voulu jouer sur les tendances et sur les succès qui ont été faits. Et donc forcément, à cause de cette standardisation et de aussi cette saturation, je pense que ça a pu lasser les lecteurs. Ensuite, il faudrait peut-être s'intéresser au taux démographique et au taux de la natalité. Parce qu'il faut savoir, c'est que comme les ados comme moi qui étaient au lycée pendant la sortie d'Hunger Games et Nous étoiles contraires, qui ont grandi avec ces sagas, sont maintenant adultes et donc ils ne lisent plus de romans ados. Car ils ont grandi, donc ils ont d'autres intérêts de lecture et excepté des adultes comme moi qui continuent à lire des livres jeunesse mais qui sont quand même une minorité, même s'il n'y a aucune honte à avoir autour de ça, c'est normal que ces adultes soit ont arrêté de lire ou se sont concentrés sur d'autres lectures ou d'autres genres littéraires. Combien d'adolescents aujourd'hui en France, et savoir est-ce que c'est un nombre plus important que ces dernières années ou moins important que ces dernières années, et voir aussi quelle est la tranche d'âge aujourd'hui qui prédomine en termes de nombre, parce que c'est aussi un point aussi important dans l'édition, c'est-à-dire que si aujourd'hui par exemple il y a moins d'adolescents mais il y a plus de préadolescents, et bien ça paraît évident que on ait besoin d'avoir une offre un petit peu plus riche pour les 8-12 ans que pour les adolescents. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un peu une question d'offre et de demande quoi. À côté de ça, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une nouvelle classe sociale qui a fait son apparition dans la société en général et donc sur le marché éditorial également, qui est la catégorie préadolescente, donc les 8-12 ans. Donc c'est une catégorie qui est née aux États-Unis, vous imaginez bien, et qui a apparu depuis 5-6 ans en France. Notamment Sarbacane a été l'un des premiers avec sa collection Pépix à miser sur cette nouvelle tranche d'âge. Et donc maintenant, chaque maison d'édition jeunesse a sa collection 8-12 ans et a décidé aussi de mettre en avant cette collection ces dernières années. Si vous regardez toutes les nouveautés, toutes les parutions, vous allez voir, le constat est flagrant. Il y a beaucoup moins de parutions pour les romans ados, mais une offre qui s'élargit sans cesse pour les romans 8-12, et ça concentre même les maisons d'édition références, qui étaient des références en tout cas dans le roman ado, que ce soit Pocket Jeunesse ou Lumen. Donc il y a vraiment une effervescence de ce nouveau segment. Ça a marché porteur, déjà parce qu'il y a le goût de nouveauté d'un marché qui est encore à développer. C'est pas un marché qui est encore saturé et surtout qui peut être prospère aujourd'hui pour les auteurs français et qui peuvent leur permettre aussi de gagner un peu plus en visibilité par rapport au roman adolescent qui est saturé, et donc s'il y a moins de parutions, moins de chances d'être publié dans ce segment là. Vous voyez ce que je veux dire? On a aussi une tranche d'âge qui est moins attachée aux écrans, même si attention, moi je suis contre l'opposition écran, papier. Oh là là, les ados lisent plus, c'est à cause des écrans, je suis pas du tout pour ça, mais il faut quand même faire le constat que c'est une tranche d'âge qui est encore moins contrôlés par les écrans parce qu'ils sont encore contrôlés un peu plus par leurs parents, ils n'ont pas tous de téléphone portable, etc. Donc forcément un petit peu plus de temps pour lire, ou en tout cas les intérêts peuvent être un peu plus ouverts sur la lecture. Et pour illustrer tout ça, je voulais vous parler d'une citation qu'a dit la directrice d'édition Rajo, donc Muriel Questland, en 2019. Pour la revue Lecture Jeune, elle dit: si on regarde les chiffres du marché, le segment première lecture est complètement saturé. Il était en développement jusqu'à l'année dernière. Le segment ado depuis quelques temps est aussi saturé parce qu'il y a tous les achats qui arrivent de l'étranger. Donc finalement il reste au milieu le 8-12 qui est pour l'instant un peu vierge. Ce n'est pas comme s'il n'y avait rien, mais il n'est pas investi massivement. Ensuite, on peut se demander, ça c'est une supposition, est-ce que les ados ne sont pas tournés vers un autre genre, vers un autre segment littéraire?
Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'aussi, ce qui est en pleine explosion, encore plus que le roman, c'est le manga et la bande dessinée. Vraiment tout ce qui est intérêt pour l'image, pour roman graphique, bande dessinée, c'est un segment qui est en augmentation depuis déjà plusieurs années. Je pense aussi que toute cette culture des écrans y est pour beaucoup. Et donc on peut se demander aussi si ce public qui lisait à la base des romans ados, c'est pas tourné finalement vers la BD et les mangas. Vous voyez qu'il y a eu un décalage d'intérêt vers un autre genre. Et enfin, il y a la supposition, est-ce que les jeunes ne lisent plus? Alors moi je ne suis pas d'accord. C'est une supposition de beaucoup d'éditeurs et de beaucoup de professionnels de l'édition. Comme quoi ils font cette guerre aux écrans, qu'il y a toujours cette opposition écran, papier, que si les ados ne lisent plus c'est à cause des écrans. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense vraiment que les écrans sont là, seront toujours là, donc au contraire il faut apprendre à créer avec eux et pas contre eux. Les ados, en tout cas les 7-15 ans, font partie d'une catégorie qui lit énormément et plus que la majorité de la population en général. Voilà, donc les jeunes continuent à lire. Voilà un peu toutes ces hypothèses sur le déclin du roman ado et young adulte aujourd'hui dans l'édition internationale et jeunesse, ce qui explique voilà pourquoi aujourd'hui les maisons d'édition misent sur le roman 8-12 ans. Il n'y a aucun roman leader dans le roman ado et young adulte qui a pu permettre de relancer le marché, comme ça a pu être dernièrement avec Nos étoiles contraires de John Green. Parce que déjà quand on regarde Edistat c'est un site qui permet d'observer les meilleures ventes par mois, par semaine, etc. Je le regarde très souvent et le constat est toujours le même, Harry Potter est toujours à la première place au niveau des romans. De manière générale, on a les mangas qui sont en tête des ventes, mais ça c'est un phénomène qu'on observe déjà depuis un an et le pass culture est aussi pour beaucoup. Et après voilà, tout l'intérêt pour les animés, la culture japonaise, coréenne, etc. Sinon, en jeunesse, comme je vous l'ai dit, c'est l'édition de poche de l'École des sorciers qui arrive en premier, toujours en première place. Et ça change jamais. C'est suivi en ce moment de la BD Mortel Adèle. Ensuite du roman d'Hachette d'Arsène Lupin, donc l'édition ado d'Arsène Lupin. Et ensuite on a le dernier tome de La Passe Miroir de Christelle Labosse. Mais encore une fois c'est pas une très grande nouveauté parce que le dernier tome est déjà sorti en 2019. Le seul phénomène qu'on peut observer dans les statistiques c'est qu'il y a un retour de certaines séries, notamment grâce au phénomène BookTok, donc sur TikTok, notamment avec Tous les deux meurent à la fin de la dame Silvera. Mais sinon il y a zéro nouveauté, que ce soit sur le marché éditorial américain ou français. Voilà, il n'y a pas de leader qui va générer une nouvelle tendance. En conclusion, est-ce que c'est la fin du roman ado et young adulte? Est-ce que c'est un segment voué à disparaître? Honnêtement je pense pas, parce qu'il y aura toujours des ados, donc il y aura toujours besoin de cette littérature. Pour moi ce n'est pas un segment qui va mourir. Est-ce qu'il est en difficulté en ce moment? Oui, mais pour moi il n'est pas voué à disparaître, il y aura toujours besoin de lecture. Après est-ce que c'est une catégorie dont les parutions diminuent et vont continuer à diminuer? Je pense que ça par exemple c'est possible. Après est-ce que c'est une mauvaise chose? Eh bien peut-être pas, parce que ça va permettre au genre de se renouveler et il va forcément revenir en force d'ici quelques années. Un peu comme les tendances, vous voyez. Si les jeans taille basse ont pu revenir à la mode, le roman ado young adulte le pourra aussi. Donc voilà, le roman ado il a besoin d'évoluer je pense aujourd'hui, et young adulte de revenir avec un nouveau livre percutant, un nouveau gros best-seller qui va relancer un peu le segment. Cela fait 5 ans depuis qu'on a eu Nos étoiles contraires de John Green. Il est impossible de savoir quel sera le prochain roman ado qui va cartonner, mais déjà on peut observer une évolution dans certaines collections, des évolutions qui peuvent paraître surprenantes mais qui s'insèrent aussi dans une nouvelle dynamique de l'image de l'adolescence et de manière dont on traite l'adolescence, à l'image un peu de la série Sex Education ou Scam. Je parle notamment par exemple du côté d'aborder la sexualité et le désir adolescent. Par exemple, on a souvent dans les romans ados une sexualité soit invisible, soit glamourisée, soit pas du tout réaliste. Et dernièrement, il y a les éditions Thierry Magnier qui ont créé la collection L'Ardeur, qui s'adresse aux ados et aux jeunes adultes et qui font des parutions qui tournent autour de la vie sexuelle adolescente, du désir et du fantasme adolescent. Et c'est vraiment une collection un peu ovni à part, et qui pour autant s'insère vraiment dans
ces nouveaux traitements en tout cas de l'adolescente, de nouveaux sujets, et je pense que ça peut être aussi très intéressant. En tout cas, voilà un peu pour cette conclusion. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça ne vous a pas déprimé non plus. Mais je trouvais intéressant de faire une analyse sur le roman ado et young adulte, puisque c'est un sujet que je connais bien, qui me tient à cœur. Et c'était une analyse que je voulais faire depuis longtemps, mais je ne m'étais jamais posée et allumé ma caméra pour le faire. Donc voici. Donnez-moi vos impressions, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos analyses sur le sujet, que ce soit sur la création française dans le roman jeunesse ou le fait que on dit que les jeunes ne lisent plus mais c'est faux. Voilà, j'espère que ça vous a plu.